nous voilà réunis. Il y a eu le temps de la fête, et puis je crois qu'il y aura le temps de l'adoration et de la célébration, et c'est peut-être intéressant qu'il y ait aussi le temps de la réflexion et de l'échange, du débat. Donc à cette occasion de la 100e journée internationale du migrant et du réfugié. Et c'est peut-être intéressant de se souvenir que cette journée fut instituée par un pape, Benoît XV, en 1914, pour ces réfugiés et ces exilés qui fuyaient les combats, et se rappeler que cet exil et cette fuite et cette migration, elle nous concerne tous et a pu nous concerner tous dans toutes les parties du monde. La pastorale des migrants du diocèse ici a saisi l'occasion de cette journée pour proposer un thème en étant dans un titre très explicite et qui va nous obliger à parler en vérité. Le migrant, une chance ou un risque? Voilà, la question est posée. En cette année qui va connaître des élections, je pense que c'est une question importante à avoir en tête. Et puis, il y a eu cette année aussi des événements qui nous ont tous marqués. À Lampedusa, dans cette île italienne qui accueille des migrants qui prennent tous les risques pour traverser la Méditerranée, qui viennent de Libye, de Syrie, de pays africains déchirés, l'Érythrée, la Somalie. Il y avait eu, vous vous souvenez, plus de 300 morts. Et le pape, à cette occasion, le pape François, s'était insurgé contre la mondialisation de l'indifférence. Donc c'est cela aussi dont nous allons parler. Ce rappel constant des autorités de l'Église catholique à l'accueil de l'étranger, du migrant. Et ça ne passe pas forcément tout seul dans nos communautés. Et certains s'interrogent, se demandent si vraiment il faut accueillir cet étranger et comment on va le faire. Il y a une certaine peur, notamment quand cet étranger est musulman. Donc nous aurons dans nos intervenants beaucoup de gens qui, dans leur responsabilité et leur activité, sont à même de nous éclairer sur ces thèmes-là. Et je vais donc vous présenter donc tous ces intervenants qui vont à peu près s'exprimer dans l'ordre, mais on verra. Donc d'abord, Monseigneur Laurent Donien, qui est évêque auxiliaire de Bordeaux et qui est responsable du service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes. Et donc c'est à ce titre-là, au nom des évêques de France, et dans cette responsabilité-là, qu'il va nous aider à répondre à la question une chance ou un risque. Donc nous avons aussi avec nous le père Louis Pasteur Faye, qui est responsable du dialogue interreligieux dans ce diocèse, du dialogue islamo-chrétien, qui lui-même vient du Sénégal et qui sait concrètement ce que veut dire le dialogue islamo-chrétien, qui s'est formé à l'islam. Et donc peut-être que nous pourrons l'interroger aussi sur cet angle d'attaque qui est la crainte que peuvent avoir les communautés françaises devant une migration de musulmans. Pardon? Vous ne m'entendez pas? Excusez-moi, je parle toujours à côté des micros. Elena Lassida, donc, qui est docteure en économie, théologienne, vice-doyen de la faculté des sciences sociales et économiques à l'Institut catholique de Paris, qui il y a 2 ans a édité un livre qui s'appelle Le goût de l'autre, qui est un programme pour cette rencontre. Et je crois que c'est un peu sur ce thème-là qu'elle souhaitera nous
nous parler. Elle ne va pas tellement vous nous parler en tant qu'universitaire, mais plutôt dans une expérience concrète de rencontre et de dialogue avec les migrants, notamment dans la perspective de diaconia qui s'était mis en place dans cette perspective. Nous aurons aussi un politique, parce que dans ce débat, il est important qu'il y ait un responsable politique, qui est M. Jean-Philippe Mallet, qui est député des Yvelines, qui fut premier adjoint au maire de Bois d'Arcy, mais qui a démissionné pour ne pas cumuler les mandats, je le souligne au passage, et qui est membre du Parti socialiste. Et puis François Soulage, président du Secours catholique, et qui, à ce titre-là, a l'occasion de rencontres avec les migrants et aussi avec ce que peut être la détresse ou la pauvreté de ces migrants. Voilà, c'est vraiment une... je trouve que les organisateurs vous ont vraiment préparé une table ronde, qui n'est pas ronde, très riche. Et nous allons donc essayer, chacun va s'exprimer pendant à peu près 10 minutes. Je relancerai éventuellement tel ou tel par une question, mais après, vous aurez la parole pour les interroger. Et il faut que ce soit le plus, comment dire, vrai possible, et y compris sur les chiffres, sur les réalités de ce que représentent les migrants en France. Voilà, donc, écoutez, je vais leur laisser la parole, et peut-être d'abord à Monseigneur Donien. Alors, risque ou chance? Risque ou chance, j'ai envie de dire, c'est un peu les deux. Voilà. Mais je vais m'expliquer. Tout d'abord, bonjour à tous, excusez-moi. Très content de participer aussi à cette table ronde et de pouvoir aussi avoir un panel suffisant pour pouvoir échanger. Donc aujourd'hui, c'est la 100e journée mondiale du migrant et du réfugié. Et vous l'avez rappelé, la première journée a été donc promulguée, instituée par Benoît XV en 1914, dans une situation de guerre mondiale, où il y avait donc un certain nombre de gens qui parcouraient les routes. Or, aujourd'hui, la situation est complètement différente. Nous ne sommes plus dans une guerre mondiale, mais en réalité, le nombre, la quantité de migration, l'ampleur des migrations est sans comparaison avec ce qu'ils ont connu en 1914. C'est-à-dire qu'elle est considérable. Et elle est considérable parce qu'il y a beaucoup de pays en guerre, encore, beaucoup de pays instables, qui empêchent tout développement, que ce soit au point de vue politique ou autre. Il y a des pays qui sont touchés par des cataclysmes naturels, sécheresse, inondations, toutes sortes de choses qui poussent les gens à fuir, qui peuvent détruire des pays. On l'a vu aussi en Haïti, par exemple. On pense aussi à la mondialisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout circule, les finances, tous les capitaux, les marchandises, les images, Internet, l'information circule partout. Tout le monde sait ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et les transports aussi sont facilités, ce qui fait qu'il y a énormément de circulation de personnes dans le monde, et qu'il est plus facile, évidemment, de pouvoir partir dans un autre pays si on a envie d'avoir un métier meilleur. Donc tout ça explique que nous sommes plongés dans une mondialisation dans laquelle la France ne peut pas vivre comme dans une bulle. Voilà, on est lié à toutes les nations, et tous les défis des migrations au niveau international, on peut régler des choses, bien sûr en France, on doit le faire, mais ça ne peut être réglé qu'au niveau international, dans une collaboration avec les autres pays. Alors le thème de cette journée, qui est une journée de prière, d'action et de sacrifice, c'est un peu l'expression, c'est-à-dire que même dans des paroisses où il n'y a pas de migrants, ben on est aussi invité à prier. Je ne pense pas que ça existe tellement, mais enfin il peut y en avoir. On est invité à prier aussi pour tous ceux qui vivent dans des conditions terribles, ces passages d'un pays à l'autre,
et qui vivent aussi dans des conditions de vie, même dans nos pays, qui sont extrêmement misérables. D'action et de sacrifice, voilà, pour les soutenir. Alors le thème de cette journée, c'est migrants et réfugiés vers un monde meilleur. Et l'Église et le pape François tout de suite fait comprendre qu'il ne s'agissait pas du tout de l'Eldorado. Ce n'est pas vers la société de consommation qu'on a envie d'attirer les migrants, même si eux peuvent être attirés par ça, mais c'est vers le développement authentique et intégral de la personne humaine, tel que le pape Paul VI l'avait annoncé, l'avait demandé, voilà, dans l'encyclique Populorum Progressio en 1967. Pour l'Église, il ne s'agit pas seulement de venir en aide aux personnes en leur donnant de quoi se nourrir ou de quoi se loger, ou aussi de quoi trouver un travail, mais c'est leur permettre un épanouissement total de leur vie, c'est-à-dire dans une vie familiale, une vie culturelle, une vie sociale, une vie spirituelle, une vie religieuse. Tout l'être humain est appelé à grandir. Le pape a d'ailleurs souligné qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir, mais d'abord d'être. Voilà. C'est de permettre à la personne humaine d'être. Donc l'Église a un respect absolument inconditionnel de la personne humaine. Vous le savez, depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. D'ailleurs, en ce moment, il y a une manifestation pour le respect de la vie, comme vous savez. Eh bien, nous le croyons, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement au début et à la fin, c'est aussi au milieu. C'est-à-dire que le respect de la personne humaine, elle n'a pas de limite pour l'Église. Elle est valable aussi pour des personnes migrantes, qu'elles soient avec ou sans titre de séjour. L'Église reconnaît aux États le droit de réguler les flux migratoires. Elle l'a écrit dans ses textes, mais en même temps, elle est vigilante sur le respect de la dignité des personnes, justement, donc la manière avec laquelle les États vont faire cette régulation. Voilà. En rappelant que les flux migratoires, ce sont des personnes. Voilà, ce n'est pas comme les flux financiers, qui sont les flux voilà, ce sont des femmes, des enfants, des personnes qui méritent un profond respect. Mais je dois dire que nous devons avoir une grande humilité, parce qu'il y a tout de même une nécessité de limiter les flux migratoires, c'est-à-dire l'État, il est normal, doit pouvoir permettre à certaines personnes de rentrer, peut-être pas à toutes, en tout cas, elle doit les limiter parce que l'ultralibéralisme, au niveau du contrôle des frontières, aboutirait à un chaos. Voilà. Et dans ce chaos, ce sont les personnes les plus vulnérables qui en pâtiraient, c'est-à-dire les immigrés qui sont déjà chez nous, voilà, qui essaient de s'intégrer, et puis aussi les personnes fragiles de notre société. L'ultralibéralisme dans les finances, on a vu ce que ça a donné, voilà, avec la grande crise de 2008 et les années suivantes, mais l'ultralibéralisme au niveau des migrations, eh bien, c'est pas mieux, ça peut faire aussi beaucoup de dégâts. Donc il est normal que l'État ait une dissuasion active, mais en même temps, elle doit respecter la dignité des personnes, donc la manière de faire est importante. En revanche, à l'intérieur du pays, je dirais qu'actuellement il y a en France une dissuasion passive, c'est-à-dire qu'on fait tout pour que les migrants aient des difficultés à s'installer, voilà, par tous les moyens, pour ne pas faire d'appel d'air, voilà, pour ne pas, si c'était trop facile, je dirais, de s'insérer dans la société, ça donnerait envie à d'autres de venir. Donc pour freiner, eh bien on rend l'accès au papier très difficile, ça dure des années, c'est des grandes rétentions, c'est des retours à la frontière qui coûtent très très cher. Donc tout ça, évidemment, a pour but de ralentir, d'éviter cet appel d'air, mais on voit bien que derrière, la dignité des personnes est en cause. Donc c'est assez grave. Voilà. Alors, donc le rôle de l'Église vis-à-vis des migrants a un rôle social, avec d'ailleurs d'autres associations, bien sûr le Secours catholique qui fait partie de l'Église, mais d'autres qui ne sont pas forcément partie de l'Église, mais avec lesquels on peut travailler vraiment. Mais avec pour nous cette référence de la parole du Christ dans Matthieu 25 sur le jugement dernier. « J'étais un étranger, dit Jésus, et vous m'avez accueilli. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Et cette parole du Christ, elle a mis en route énormément de chrétiens depuis 2000 ans pour
s'engager auprès des plus pauvres. Dans l'Église, il n'y a pas d'étrangers. L'Église n'a pas de frontières, et pour nous, tout être humain est aimé de Dieu et mérite justement de l'attention. Et le pape nous invite à rejeter justement cette culture du rejet pour passer à une culture de la rencontre des personnes. Les migrants, ce n'est pas une entité, ce sont des personnes, et il nous invite à vivre cette rencontre. Et quand on rencontre des migrants et qu'on peut développer des relations avec ces personnes, eh bien, on arrive à surmonter beaucoup de défis, car nous savons que les grands défis finalement actuels de ces migrations, il y a des défis économiques, mais nous verrons qu'ils ne sont pas si importants que cela, mais il y a surtout des défis culturels et des défis religieux. Et le vivre ensemble, c'est un grand défi, voilà, qui n'est pas simple à relever. À l'intérieur de nos communautés chrétiennes, beaucoup de migrants, ne l'oublions pas, sont déjà chrétiens, donc ils sont chrétiens, et donc nous devons les accueillir dans nos communautés chrétiennes. Et vous voyez, ça fait mal au cœur quand on entend des migrants chrétiens dire ou témoigner, comme on le reçoit quelquefois au service national, en disant quand je rentre dans l'église, on me regarde comme une étrangère, comme un étranger. Pourtant, je suis catholique comme eux, je suis baptisé comme eux. Et par contre, quand je suis dans la rue, on me regarde normalement. Voilà. Donc c'est quand même triste que dans les paroisses, parfois, il y ait une manière d'accueillir les étrangers comme des étrangers, alors que ce sont des frères en Christ. Et donc le défi pour nous dans les communautés chrétiennes, c'est de leur donner la parole, de leur donner des responsabilités, qui fassent partie de nos conseils, qui soient partie prenante de la vie ecclésiale, parce que les migrants dans l'Église apportent énormément de dynamisme en France. Il y a des communautés chrétiennes aujourd'hui qui sont solides parce qu'il y a des migrants qui vivent leur foi, qui sont pratiquants, qui s'engagent dans l'Église et qui font vivre leur paroisse. Voilà. Et puis, je terminerai en disant qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas chrétiens, c'est vrai, mais nous voulons leur faire connaître la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et vous savez que parmi tous les catéchumènes qui se préparent au baptême, les adultes en France, il y a énormément de migrants, voilà, qui sont arrivés en France en n'étant pas chrétiens, mais qui ont été accueillis par des chrétiens, qui ont découvert la foi chrétienne. Et ces chrétiens migrants ont un rôle extraordinaire pour l'annonce de l'Évangile vis-à-vis de leurs compatriotes qui arrivent. Voilà. Donc la nouvelle évangélisation, elle passe aussi par les migrants. C'est le pape Benoît XVI qui avait annoncé ça. Alors voilà, je termine en disant que c'est une chance et c'est aussi un défi, la migration. Et en particulier, j'insiste beaucoup sur le défi culturel qui est à relever grâce à la culture de la rencontre. Merci, Monseigneur Donien. Il y a beaucoup d'idées que vous avez lancées qui me permettraient de relancer chacun d'entre vous sur la responsabilité politique, sur le dialogue culturel. Mais peut-être je vais directement passer la parole à Elena Lassida parce que l'invitation du pape de passer du rejet à la rencontre, il me semble que c'est cette expérience-là que vous aviez envie de nous raconter cet après-midi. Oui, bonjour à tous. Merci aussi de cette invitation. Et en fait, comme disait Dominique, je ne vais pas tellement aborder la question de la migration comme universitaire, et je dirais pas non plus comme économiste au sens classique du terme, mais à partir d'une expérience. Et je dirais que quand je parle de migration, pour moi, c'est avant tout une expérience personnelle. Vous l'entendez dans mon accent, je suis migrante, et ça fait très longtemps que je suis en France, mais je suis une migrante, et donc pour moi parler de la migration, c'est toujours d'une certaine manière parler de ce que j'ai vécu et de ce que je continue à vivre ici en tant qu'étrangère. Mais je dirais que même si je ne vais pas parler des chiffres de la migration, je vais parler, pour moi c'est aussi une approche économique de la migration, ce que je vais présenter, parce que pour moi l'économie, ce n'est pas seulement une manière de parler de l'argent ou de la production matérielle, mais l'économie, c'est une manière de parler
de comment on fait société ensemble, de la vie ensemble. Et donc, en ce sens-là, mon approche de la migration a aussi cette dimension économique. Alors, je voulais partir de cette expression que déjà Monseigneur a évoquée et qui apparaît très fortement dans le message du pape François et qui a fait pour la journée d'aujourd'hui, la journée mondiale de migration, de migrants et de réfugiés. C'est cette expression que je trouve très belle de une culture de la rencontre. Vous l'avez évoqué et je trouve que c'est très beau parce que c'est deux mots qu'en général on ne met pas ensemble, culture et rencontre. Alors c'est un peu à partir de ce qu'évoque cette expression culture de la rencontre que je vais ensuite partager deux expériences que pour moi résonnent fortement avec cette invitation de penser une culture de la rencontre. Alors, trois choses qu'évoque pour moi cette expression de culture de la rencontre. Premièrement, quand on parle de rencontre, on pense plutôt à un échange entre deux personnes ou plusieurs personnes, un échange ponctuel et instantané. Si on dit culture de la rencontre, ça veut dire que ce n'est pas tellement l'échange ponctuel, mais que la rencontre devient une manière d'être. La culture, c'est une manière d'être, une manière de se situer face aux autres. Donc, quand il dit culture de la rencontre, pour moi, il nous invite à penser la rencontre comme une manière d'être et d'être ensemble. Deuxième chose qui m'évoque cette expression de culture de la rencontre, c'est qu'en général, quand on parle de culture et d'étrangers, on pense à la relation interculturelle. Et on dit, voilà, l'échange entre deux cultures différentes. Mais je pense que quand on parle de culture de la rencontre, je l'entends comme une invitation, non pas seulement à échanger deux cultures différentes, mais à créer une culture nouvelle. La culture de la rencontre, ça va au-delà, je dirais, de la relation interculturelle. Ça nous invite à construire, à créer une culture nouvelle. Et puis, troisième élément que j'associe un peu à cette expression de culture de la rencontre, c'est que je pense que la culture, c'est quelque chose qui se construit, mais qui ne se fabrique pas. Et la fabrication, c'est quelque chose qui se maîtrise, qui se contrôle, c'est comme le travail de l'ingénieur. Et je pense que la culture, c'est vrai ça demande de l'effort, ça demande du travail, mais il y a quelque chose dans la construction culturelle qui nous dépasse et qui n'est pas maîtrisable. Et c'est un peu, dans la culture, il y a toujours quelque chose d'inattendu. Et pour moi, culture de la rencontre, c'est aussi une invitation à se laisser déplacer par la rencontre, à faire place à l'inattendu de l'autre. Donc voilà un peu comment j'entends cette invitation du pape de culture de la rencontre. Et je voulais la mettre en résonance avec une double expérience que j'ai fait au sein d'un réseau qui s'appelle le réseau chrétien immigré. C'est un réseau des communautés chrétiennes de Paris qui a été créé il y a une dizaine d'années, à l'époque où il y avait plusieurs occupations d'églises par des collectifs de sans-papiers. Et à ce moment-là, il y a eu plusieurs communautés chrétiennes qui ont dit comment est-ce qu'on accueille cette expérience, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a créé ce réseau. Ce réseau existe déjà depuis longtemps. On essaye de sensibiliser les communautés chrétiennes à la question de la migration. Mais récemment, il y a deux expériences un peu nouvelles au sein du réseau et que pour moi disent quelque chose de nouveau sur la rencontre avec l'étranger. La première expérience, nous faisons au sein du réseau des choses qui font dans beaucoup d'associations qui travaillent avec les immigrés, que c'est des permanences pour aider les étrangers dans leur démarche administrative pour avoir leur carte de séjour. Nous faisons aussi, ce qui se fait beaucoup ailleurs, des cours d'alphabétisation. Mais depuis 2 ans, nous avons fait une expérience un peu nouvelle, que je trouve très belle. Les cours d'alphabétisation que le réseau fait, il est fait à la mairie du 4e arrondissement, donc dans une mairie. Et c'est là où, depuis 2 ans, on a commencé une expérience qu'on appelle le goût de l'autre. Le goût de l'autre, c'est tout simplement un repas, une fois par mois, et dans la mairie,
entre des étrangers et des Français. C'est un repas ouvert auquel on s'inscrit et on peut venir participer. Ce qu'il y a de particulier dans ce repas, c'est que c'est un beau repas. À chaque fois, il y a une personne étrangère qui va préparer le plat central, un plat de son pays d'origine. Et puis, il y a l'entrée et le dessert qui sont français. Donc, ça se veut un peu de... voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle le goût de l'autre. Il y a des goûts, des cultures différentes qui s'échangent. Mais ce qui est, je trouve, très beau dans cette expérience, c'est, je dirais, pour moi, c'est la rencontre qui fait faire l'expérience de la transgression. C'est la rencontre qui devient transgression. Il y a transgression, je dirais, à cause de trois aspects de cette expérience. Premièrement, c'est des immigrés, et pour la plupart des sans-papiers, qui viennent partager un repas à la mairie. La mairie qui est en principe le lieu justement qui va leur dire qu'ils n'ont pas le droit de rester en France. Et c'est ce lieu-là où ils viennent partager un repas. Donc première transgression. Deuxième transgression, c'est on va à la mairie tout simplement pour manger ensemble. La mairie, c'est le lieu où en général on va faire des démarches administratives. Mais là, on vient tout simplement pour manger ensemble. Deuxième transgression. Et troisième transgression, c'est le fait qu'on vient là et il n'y a rien d'utile dans cette rencontre. On n'apprend pas le français, on n'obtient pas des papiers, on ne gagne rien, il n'y a rien à prouver et rien à gagner. Il y a tout simplement le goût de passer un moment ensemble. Et voilà, pour moi, c'est de l'ordre de la transgression, c'est inutile, c'est de la gratuité. Et donc, voilà, pour moi, ça dit quelque chose de la culture de la rencontre. Et dans la culture de la rencontre devient quelque part transgression. Voilà la première expérience. Et la deuxième expérience que je voulais partager, c'est justement en lien avec cette démarche de Diaconia 2013. Et le réseau chrétien immigré a participé à la préparation de l'un des forums de Diaconia, qui était le forum sur la migration. Et donc, on a fait ce qui a été fait pour toute la démarche Diaconia. Il y avait eu, pour ceux qui ont participé le savent peut-être, un groupe qu'on avait appelé Place et Parole des pauvres. Et donc, toute la démarche Diaconia a été accompagnée par un groupe où justement les plus pauvres avaient une place et participaient à l'organisation de la rencontre. Eh bien, nous avons fait la même chose avec des migrants. Et nous avons organisé un groupe qu'on a appelé Place et Parole des migrants. Et donc, le forum a été organisé à partir de ce groupe où il y avait des migrants et des non-migrants qui ont préparé le forum de Diaconia. Alors, ce groupe a travaillé pendant très longtemps, a produit un texte, et ce texte, c'est le texte qui a été lu et ensuite partagé le jour pendant la rencontre de Diaconia. Et je voulais dire trois choses à partir de cette expérience de Place et Parole de migrants qui, pour moi, disent aussi quelque chose de la rencontre. Et la première chose, c'est qu'une rencontre a toujours besoin de temps. C'est dans le temps et dans la durée qu'on a réussi justement à construire une certaine relation de confiance entre migrants et non-migrants. Ce n'est pas un truc qu'on fait de manière instantanée. Ça demande du temps, ça demande de la durée, ça demande de la patience. Et donc, pour moi, ça a révélé quelque chose de très fort de la rencontre, que c'est que la confiance ne se décrète pas. La confiance se construit, et se construit dans le temps. Donc voilà une première expérience à partir de ce groupe sur la rencontre. La rencontre a besoin du temps. Puis, deuxième expérience, la rencontre, c'est une rencontre qui donne à chacun une place unique. Nous avons utilisé pour le groupe Place et Parole des migrants les mêmes règles qui avaient été utilisées pour le groupe Place et Parole des pauvres. Et il y a une règle qui est une règle de fonctionnement que je trouve très intéressante dans le fonctionnement d'un groupe, c'est que toute personne a le droit de donner son avis, mais on n'a pas le droit de contester l'avis de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'opposition d'idées. L'idée, c'est que chacun peut dire
ce qu'ils sont, ce qu'ils expérimentent ou ce qu'ils pensent, mais on n'a pas le droit de dire « tu n'as pas raison, je ne pense pas comme toi ». Ce qu'on partage, c'est ce que chacun pense et ce que chacun porte. Et donc, c'est ça qui fait que chacun, finalement, trouve sa place, même ceux qui ont plus du mal à parler ou à partager leur avis. Donc, cette règle de base a permis que chacun trouve sa place et a fait que, quelque part, la parole de chacun devient une parole sacrée. On peut ne pas être d'accord avec ce que dit l'autre, mais il a tout le droit de le dire et sa parole a une place dans le groupe. Donc voilà, et cette deuxième expérience de la rencontre, c'est un lieu qui fait place à chacun. Et puis, troisième et dernier élément, on a fait dans ce groupe l'expérience d'une plainte qui devient invitation. Vous savez, quand on parle de migration, on est très souvent dans la plainte, on est très souvent dans la dénonciation, on est très souvent en train de voir ce qui ne va pas. Justement, des gens qui sont mal accueillis, qui n'ont pas droit de travailler, de vivre ici. Donc, on est très souvent, très vite dans la plainte. Et en fait, cette expérience de partage a conduit à que chacun puisse dire qu'est-ce qu'il vivait à travers cette expérience de migration. Et quelque chose qui est apparu très fortement, c'est cette expérience les migrants disaient, nous sommes des chercheurs de trésors. Nous partons à la recherche d'un trésor, nous sommes des nomades à la recherche d'un trésor. On ne sait pas quel est le trésor qu'on va trouver, mais on est à la recherche d'un trésor. Donc vous voyez, c'est très beau parce que ce n'est pas défini comme le pauvre ou le chassé de son pays qui va ailleurs parce qu'il n'a pas autre lieu de vie, mais c'est celui qui est à la recherche d'un trésor. Et je pense que ce qu'ils nous ont dit très fortement, et ces migrants, c'est en fait, il faut commencer par quitter pour se retrouver soi-même. Parce que ce qu'ils disaient, c'est que cette expérience radicale de quitter leur pays, quelque chose qui leur est cher, c'est ce qui leur avait permis de se retrouver eux-mêmes d'une manière nouvelle. Donc voilà, c'est cette plainte qui finalement est devenue invitation à quitter pour se retrouver autrement. Donc voilà, c'était juste simplement à partir de cette idée de la culture de la rencontre et deux expériences de rencontre, l'une de l'ordre de la transgression et l'autre de l'ordre de cette expérience d'échange à horizontalité. Si vous voulez, la place et parole des migrants, ce qui, je pense, nous a permis, c'est de parler migrants et non-migrants à un même niveau. Parce que vous savez qu'en général, par rapport aux migrants, qui justement est confronté à plein de difficultés, même si on veut l'aider, on est dans une relation un peu de verticale, de supériorité. Et cette expérience de place et parole des migrants a permis justement d'établir une relation d'horizontalité. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, puis merci de nous avoir fait entrer dans la relation. Et je me dis que ce qui s'est passé avant ce débat sur le parvis était quelque chose comme de l'inutile et du gratuit, avec la fête et les repas. Et voilà, c'est toutes les dimensions de la rencontre. Mais je peux dire aussi que vous aurez le droit de dire ce que vous n'êtes pas d'accord les uns avec les autres dans cette table ronde, surtout. Voilà. Peut-être, excusez-moi, Père, je vais quand même m'adresser aux responsables politiques d'abord, parce que justement, non, je ne ferai pas parler en dernier, mais voilà, justement, dans ce que vous avez entendu à la fois de ce qu'a dit Monseigneur Donien sur la nécessité de la régulation, mais de l'accueil digne, dans cette longueur de temps qui nous est demandée pour que la relation soit durable et profitable, avec ce que l'on sait aujourd'hui des antagonismes des communautés, de la difficulté du vivre ensemble, et qui se pose à tous les gouvernements, de quelque couleur qu'ils soient. Comment vous définiriez la responsabilité politique pour faire passer ce message d'un accueil du migrant qui soit une chance et pas un risque, ni pour la communauté française, ni pour les migrants eux-mêmes? Bonjour à toutes et tous. Oui, la responsabilité des responsables politiques est évidemment très grande, puisque dans cette rencontre,
il est de leur ressort de proposer aux nouveaux venus, aux migrants, de proposer un accueil. Mais le migrant, un risque ou une chance? D'abord, je trouve très intéressant qu'on dise le migrant. On a tellement l'habitude de parler d'immigration de façon collective, abstraite. Or, le migrant, c'est un homme, une femme, un enfant. Et nous qui sommes attachés à la personne, c'est tout à fait intéressant d'aborder la question sous cet angle-là. Alors, un risque ou une chance, il manque une proposition dans cette question. Pour qui? Et vous permettrez aux députés que je suis forcément de prolonger cette question en disant un risque ou une chance pour la France, puisque lorsqu'on est député, finalement notre travail c'est d'essayer, et mon Dieu que c'est difficile, mais d'essayer de travailler pour l'intérêt général du pays. Alors, tout de suite le postulat c'est le migrant, c'est une chance évidemment, me semble-t-il, pour la France. D'abord, la France, notre pays, a été constitué par l'apport successif, on ne va pas refaire l'histoire ici, mais l'apport successif de migrants. Si on prend le 19e siècle comme point de départ, on connaît tous l'arrivée des Italiens, des Polonais, des personnes venues d'Europe, mais aussi ensuite du Maghreb, d'Afrique subsaharienne. La France est vraiment constituée de cet apport-là, et cette chance pour la France, et ça a été développé avant moi, c'est une volonté de se construire, de construire sa vie. C'est toujours extrêmement positif, enrichissant que d'avoir des personnes qui ont cette énergie-là et qui viennent apporter quelque chose à notre pays qui a toujours été ouvert sur le monde. Hein, on est au bout du continent, quoi. Donc on a toujours été ouvert sur le monde. Évidemment, c'est une chance aussi économique. Et franchement, pour ceux qui prennent le train tôt le matin, c'est-à-dire les trains les plus tôt, les premiers trains le matin de banlieue, pour ceux qui aiment aller sur les chantiers de la région Île-de-France ou de France, qui travaille? Qui fait les travaux les plus durs? Vous savez, moi, à l'Assemblée nationale, finalement, rien n'a changé. Ça fait depuis des années que je suis salarié. Le matin, quand on arrive tôt, qui fait les toilettes? Qui fait le ménage à l'Assemblée nationale comme dans d'autres administrations ou entreprises? Ce sont des migrants qui, il faut le dire ici, apportent à la richesse nationale, contribuent à la richesse économique. Pardon de parler de choses très prosaïques, mais enfin, il faut en parler aussi. Ce n'est pas un boulet, au contraire, c'est une richesse. Et il y a une grande hypocrisie dans notre société, finalement, à la fois tolérer que les migrants occupent une place importante, souvent sous-payés, et d'ailleurs souvent pas déclarés dans notre économie, et voir à quel point ils peuvent être stigmatisés, ou alors certains faisant l'équation, il y a du chômage, il y a des difficultés, c'est la faute aux migrants. C'est vraiment une conception assez répugnante, quoi, à la fois ce qu'est la vie en société et du regard qu'on peut porter sur l'autre. Donc le migrant, une chance pour la France, oui, mais à une condition. À la condition justement, pour répondre à votre question, que les responsables politiques, mais pas seulement, les citoyens, soient solides sur ce que nous sommes, sur ce qu'est la France, finalement, sur nos valeurs. Il ne faut pas se tromper sur ce qu'on a à proposer au pays et aux migrants. Au fond, au bout du parcours du migrant, c'est pour beaucoup la citoyenneté française, et c'est ce que nous souhaitons. Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté française? Comment la définir? Il faut être fier de notre tradition républicaine. La grande tradition républicaine, c'est une tradition à la fois d'ouverture. Être français, ce n'est pas une histoire de couleur de peau, de religion, ou de façon de manger des plats plutôt que d'autres. Voilà, c'est absolument pas ça. Mais être français, c'est adhérer à un projet politique.
à des valeurs, à un cadre de valeurs. La France, mais vous le savez, c'est Renan qui disait, c'est un plébiscite quotidien, c'est un vouloir vivre ensemble que l'on définit ensemble au quotidien. La nation ne te demande pas d'où tu viens, mais te demande de réfléchir où nous allons, t'amène vers un objectif. Et donc ça, c'est effectivement la question, le sujet, je dirais, central aujourd'hui des politiques. Si on considère que faire de la politique, s'engager en politique, ce n'est pas simplement un économisme, c'est aussi travailler sur le vivre ensemble. Moi, je suis, donc vous l'aurez compris, très attaché à cette conception républicaine. Cette rencontre, évidemment, elle doit se faire dans le respect mutuel. La nation doit respecter le migrant qui vient, effectivement, mais elle doit lui dire, voilà le cadre de valeurs dans lequel tu vas évoluer. Voilà le socle que tu dois respecter. La loi que nous nous sommes collectivement, depuis des décennies définies, collectivement, et ça, il n'y a pas de compromis possible. Vous savez, l'État en France, ancien régime compris, s'est toujours constitué contre des forces centrifuges qui, sous des couleurs chatoyantes de la proximité, des libertés locales, de l'individualisme, se sont toujours érigés en citadelles. Les féodalités locales, les corporatismes divers et variés, et en France, mon Dieu, qui sont nombreux, mais aussi il y a le communautarisme, ethnique ou religieux, qui est, et les expériences abondent, je pourrais en témoigner, qui peut être un danger aujourd'hui en France. Donc voilà ce que je voulais dire en propos introductifs, en appuyant sur la nécessité, pas simplement pour les politiques, mais aussi pour chaque citoyen, d'être solide sur ce qui fait la France depuis longtemps, des concepts solides, la nation, l'État, la République, la démocratie. Je vous remercie. Père Louis Pasteur, je pense que je vais vous donner la parole. Je sais que vous êtes très stressé, je suis désolée. Il n'y a aucune raison que vous le soyez. Je rappelle que vous êtes curé d'une paroisse versaillaise, donc j'ai presque envie de vous poser deux questions. Une question un peu personnelle. Qu'est-ce que vous pensez que vous apportez comme chance aux communautés chrétiennes d'un diocèse comme celui-ci? Et puis, le deuxième point, c'est votre spécialité, si j'ose dire, c'est le dialogue interreligieux, islamo-chrétien. On comprend bien que dans la peur de beaucoup de Français par rapport à la migration, aux migrants, il y a cette inquiétude devant un islam qui, par ses extrémismes extérieurs, inquiète. Qu'est-ce que, là aussi, vous avez envie de dire aux personnes qui sont là pour que l'on passe de cette peur à un accueil? Voilà, je vous remercie. Je vais laisser le papier que j'avais préparé, et si bien préparé, parce que c'est cela un peu le danger des tables rondes. On vous fait quelquefois tourner de l'autre côté, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais il faut se laisser faire. J'avais préparé quelque chose, voilà, très dogmatique, etc. Je le laisse. Ça vous montrera d'ailleurs que je ne suis aucunement stressé, au moins présentement. Les Africains, au moins, ceux qui sont originaires du continent africain, qui sont là dans cette assemblée, et même des autres continents, qui doivent garder le lien avec les parents qui sont restés au pays par le téléphone qui coûte extrêmement cher, savent qu'il faut chercher d'autres moyens qui permettent de rentrer en contact, de rester en contact avec les parents qui sont au pays, d'autres moyens qui coûtent moins cher, et nous achetons souvent les cartes qui coûtent 10 €, 20 €, les Bara, Buzz Mobile, Lika Mobile, etc., pour communiquer. Voilà. Et on communique aussi beaucoup par Skype. Skype, ça vous permet de parler de manière indéfinie, et c'est vraiment gratuit, 100%.
Il faut juste souhaiter que de l'autre côté, il y ait le réseau ou l'électricité pour que les gens soient connectés, mais ça ne dépend pas de nous. Et donc, moi, j'ai un compte Skype avec lequel je communique beaucoup avec mes parents, mes amis en Afrique. Et sur mon pseudo, le pseudo, sur mon compte Skype, je me suis appelé Ibn al-Sabil. C'est de l'arabe. Ne paniquez pas, je vais vous expliquer. Ibn al-Sabil, Ibn, c'est fils. Al-Sabil, c'est le chemin, c'est la route, c'est le voyage. Et l'immigré, en arabe, dans la terminologie coranique, l'immigré, le migrant, le réfugié, l'exilé, l'expatrié, tout ça c'est la même chose pratiquement. Il s'appelle Ibn al-Sabil. Ibn al-Sabil, ça fait de l'arabe pointillé, mais en bon arabe parfait, on dit Ibn Sabil. Je suis un Ibn Sabil, je suis un migrant, un immigré, je suis un réfugié, un expatrié. Mettez tout ce que vous voulez dessus, derrière, comme comparaison. Et j'aime bien ce terme parce que dans le Coran et dans l'islam, le Ibn al-Sabil, le réfugié, l'immigré, le migrant, celui qui a quitté son pays pour des conditions diverses et variées, il a un caractère pratiquement sacré. Il a un caractère sacré, il fait partie, pour faire analogie avec la Bible, il fait partie de ce qu'on appellerait les catégories prisées, les catégories privilégiées, les anawim, les pauvres, la veuve, l'orphelin, voilà, celui qui est malade, celui qui n'a pas où dormir, celui dont la vie est menacée, voilà. Le migrant est mis dans ces catégories-là et c'est tellement important que lorsque dans l'islam on a récolté tout l'argent et tous les biens de la zakat c'est l'aumône légale qui est différent de la petite aumône que je donne à celui qui fait la manche devant l'église, que je donne à celui qui est assis sur son tapis dans le métro, ça c'est autre chose, c'est la sadaq. Voilà, il y a la sadaq et la zakat, c'est l'aumône légale qui est donnée à la fin du ramadan. Et le musulman ne doit pas manger le repas de rupture du jeûne de ramadan, le repas du Eid al-Fitr, il ne doit pas le manger tant qu'il ne s'est pas acquitté de donner la zakat, l'aumône légale, qui est calculée sur un pourcentage bien défini sur le revenu. Et parmi les cibles privilégiées auxquelles sont destinées cette zakat, cette aumône légale, c'est le réfugié, Ibn al-Sabil. C'est important que nous sachions cela et que nous en prenions conscience et que nous continuions vraiment les efforts que nous faisons, puisque je pense que la première orientation, la première destinée vers laquelle nous nous réfugions, notre premier lieu de migration, d'immigration, c'est le Seigneur. Nous nous réfugions vers Dieu. Dieu est notre refuge. Il est important dans les rencontres, à mon avis, islamo-chrétiennes, qu'on puisse camper le débat là. Voilà. Si nous, à mon avis, si nous campons le débat sur la dimension religieuse, spirituelle, la dimension apostolique de la foi, eh bien, nous avons la chance d'échapper à beaucoup de conflits, beaucoup de tensions qui, à mon avis, font que nous nous décourageons et nous considérons les autres comme un risque, comme un danger, etc. Même si effectivement il y a un peu de cela, il ne faut pas être naïf. Le premier, en tout cas dans l'islam, dans le Coran, l'immigré, le réfugié, c'est d'abord auprès de Dieu. Vous l'entendez souvent dans les discours, dans les mairies ou dans n'importe quelle réunion avec les musulmans, quand ils prennent la parole, la première chose qu'ils disent, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et seconde chose, A'ouzou billah minash shaitan rajim, A'ouzou billah, je cherche refuge auprès de Dieu. Et dans le Coran, au chapitre 19, sourate de la Vierge Marie, quand l'ange Gabriel va venir dire à Marie, voilà, tu vas être la mère du Seigneur, dans le Coran, Marie est étonnée de voir cet ange qui a l'aspect d'une personne humaine et elle a peur. Et Marie va dire, je me réfugie
auprès de Dieu. Je vais immigrer, je vais chercher asile auprès du Seigneur si tu n'es pas un homme qui soit pieux et si tu me veux du mal. Inni a'udhu bi rahmani minka. Je me réfugie auprès de Dieu. Donc cela est important. Et moi aujourd'hui comme prêtre, me trouvant dans une église diocésaine comme celle de Versailles qui m'a accueilli, je vis cela comme si c'était le Seigneur lui-même qui m'accueille à travers les autres. Et chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ce chapitre 25 de l'évangile selon saint Matthieu est connu, très connu des musulmans par un hadith. Un hadith, vous avez le Coran qui est la source de référence première des musulmans, et vous avez aussi le hadith. Hadith, ça vient du verbe hadatha. Hadatha, ça veut dire parler, dire, s'exprimer. Ce sont les autres dires, les autres paroles de Mahomet qui ne sont pas dans le Coran, mais auxquelles les musulmans se réfèrent volontiers. Et il y a un hadith très connu, très proche de Matthieu 25. J'avais faim, j'avais soif, j'étais étranger, j'étais en prison. Tu es venu me donner à manger, à boire, tu m'as visité. Chaque fois que tu l'as fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi qui l'avais fait. Vous avez un hadith très connu. Dans les recueils de hadiths les plus ordinaires, vous trouvez ce hadith-là dedans. Et il est important, la personne. Donc, à mon avis, parler de migration, de migrants, et aborder la question du migrant musulman, puisque c'est de cela dont je suis chargé de parler, c'est de se rappeler que dans la religion chrétienne, comme dans la religion musulmane, il y a la place centrale de l'homme, de la personne humaine. La dignité de la personne humaine est une chose que nous partageons avec les musulmans. Et nous pouvons comprendre quelquefois peut-être pourquoi certains parmi eux sont plumes sautiers, qu'ils sont de nature très énervés, qu'ils sortent de leur gond quand on les a mal reçus, quand on les a mal parlé, parce que la notion de dignité, elle est capitale. Imaginez-vous que dans l'islam, lorsque Dieu a créé, et ça c'est un autre hadith, je ne citerai pas beaucoup le Coran parce qu'on passe beaucoup de temps à citer le Coran, alors que le hadith est une source de référence vraiment assez importante que nous gagnerons à découvrir dans le cadre de la relation. C'est hyper important. Un autre hadith qui va dire, lorsque Dieu a créé le monde, eh bien, et que tout s'est mis à vaciller, eh bien, Dieu a dit, comment je vais faire pour stabiliser ce que j'ai créé? Eh bien, c'est ainsi que Dieu créa les montagnes et il les fixa sur la terre, et la terre se stabilisa grâce à l'apport de stabilité qu'avaient apporté les montagnes. Et il y a un ange qui s'émerveille. Oh Seigneur mon Dieu, que c'est merveilleux les montagnes. Y a-t-il quelque chose de plus magnifique et de merveilleux que vous avez créé en dehors des montagnes? Et le Seigneur va dire, oui, le fer. Le fer est plus merveilleux, plus magnifique encore que les montagnes. Pourquoi? Vous savez, parce que le fer perce les montagnes. Et l'ange va demander, oh Seigneur, y a-t-il quelque chose de plus glorieux, de plus magnifique que vous avez créé en dehors du fer? Le Dieu va dire, vous n'avez encore rien vu. Parmi les choses les plus merveilleuses que j'ai créées en dehors des montagnes et du fer, il y a le feu. Vous savez pourquoi? Parce que le feu tord le fer. Quand vous chauffez le fer au feu, il devient flexible. Et l'ange de dire, oh Seigneur mon Dieu, y a-t-il quelque chose de plus glorieux, de plus merveilleux que vous avez créé en dehors du feu? Il a dit, Dieu a dit, oui, vous n'avez encore rien vu. J'ai créé l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau éteint le feu. Et c'est pas fini. Oh Seigneur, que vous êtes merveilleux. Y a-t-il quelque chose de plus magnifique encore que vous avez créé en dehors des montagnes, du fer et de l'eau? Et oui, eh bien j'ai créé le Fils de l'homme. J'ai créé le Fils de l'homme. J'ai créé l'homme. Et pourquoi? Parce que l'homme donne à travers l'aumône à son frère d'une main droite ce que sa main gauche ignore. Merveilleux mystère de l'homme. Et nous avons l'aumône, nous avons le jeûne, nous avons le pèlerinage, nous avons la prière. 4 piliers des 5 qui fondent l'islam.
profession de foi, jeûne, aumône, prière, pèlerinage. Nous avons les quatre. Nous avons le pèlerinage, nous avons l'aumône, nous avons le jeûne, nous avons la prière. Et la profession de foi, même nous l'avons, le credo, c'est différent, mais nous l'avons. Sur ces choses, nous pouvons bâtir des choses extraordinaires. Je termine en disant, le migrant risque, chance, opportunité. Je dis tout à la fois. Voilà. Je ne veux pas perdre, je mets tout à la fois. Le migrant est une chance. Chance parce que grâce à la présence du migrant, nous voici réunis ce soir pour en parler. Finalement, nous sommes tous embarqués dans l'aventure des migrants. Merci Seigneur. Les migrants parce que le monde est devenu un village planétaire. Nous sommes au XXIe siècle et il y a de belles expériences d'accueil, de vivre ensemble, de cohabitation et de collaboration qui sont promues de part et d'autre. Nous avons entendu les élus locaux en parler et notre co-intervenante qui a parlé de ça tout à l'heure. Une chance parce que nous avons de plus en plus des laïcs chrétiens qui disent on ne peut plus rester comme ça, qui se forment à connaître l'islam. Et l'Église a des propositions de parcours qui nous permettent de connaître l'autre frère musulman qui est en face de nous. Parce que le plus grand danger, à mon avis, face à un migrant, c'est l'ignorance, c'est de ne pas le connaître. Connais-tu ton frère musulman qui est en face de toi? Et dire à ton frère musulman, est-ce que tu me connais assez? Faisons connaissance, cela est important. Et faire connaissance est une chose merveilleuse dans le Coran. Dieu va dire, je vous ai fait hommes et femmes, je vous ai créé d'ethnies, de tribus, de langues, de couleurs différentes pour que vous fassiez connaissance. Se connaître, faire connaissance mutuelle, cela est important. Le migrant est une opportunité parce que je pense que nous pouvons partir de ce que le Coran dit. Le Coran dit plein de choses qui peuvent être très opportunes pour nous lorsque nous allons en contact avec les musulmans. Le Coran va dire, vous ne devez pas contraindre quelqu'un en matière de religion. Il ne doit pas y avoir de contraintes en matière de religion. Et cela, il faut que nous le réaffirmions, que nous le disions clairement. Le musulman est une opportunité parce que le musulman est invité à rentrer en dialogue, à rentrer en discussion, en débat avec l'autre frère croyant, surtout chrétien, qui est en face de lui. Le migrant est une opportunité parce que, eh bien, lorsque les choses se corsent et que nous ne pouvons pas nous entendre, nous pouvons trouver dans le Coran des références qui peuvent nous permettre de dire aux musulmans, de ce point de vue-là, c'est ta religion, ici, c'est la mienne. Ne discutons pas outre mesure, ne nous fâchons pas en raison de cela, garde tes convictions religieuses, je garde les miennes, cela n'empêche pas que nous puissions travailler ensemble pour des choses qui peuvent construire un avenir. Le risque c'est qu'il y a dans l'islam une certaine tendance à catégoriser, à absolutiser. Vous trouverez des versets dans le Coran, on va vous dire, la seule religion que Dieu agrée, c'est l'islam. Celui qui choisit une religion en dehors de l'islam est un perdant. Et si vous tombez sur un musulman qui a connu que cela, à qui on a enseigné que cela, alors vous êtes sûr que vous allez être quelqu'un à qui on va proposer la religion musulmane. Et ça par tous les moyens. Et pour parer ce risque, je pense qu'il est important que le chrétien soit vraiment solide dans ses baskets. Le musulman a besoin de rencontrer un chrétien qui soit digne de son nom, un chrétien qui soit fier de ce qu'il est, un chrétien qui soit sûr qu'il est sur le chemin du salut. Voilà. Si vous avez cette conviction, cette personnalité, eh bien je pense que vous pouvez échapper à cette vente de religion qui peut être la tendance. Enfin, le risque c'est souvent de nous replier. Le risque, c'est souvent d'avoir peur et de brandir le dicton selon lequel l'enfer, ce sont les autres. Je reçois beaucoup de mamans, de papas, dont les filles et les fils eh bien, ont un projet de mariage avec un musulman ou une musulmane. Et je pense que ce sont des choses qui vont de plus en plus arriver, hélas. Comment, face à cela,
nous préparer, comment nous former, comment nous informer pour que ce risque-là et cette peur eh bien, ne soient plus tellement des choses qui nous rendent la vie impossible, mais que petit à petit, que nous puissions faire avec. Il y a des éléments de réponse, il y a sans doute des choses qu'il faut mettre sur pied. Eh bien, le reste de la discussion nous donnera l'occasion eh bien, d'approfondir ces questions. Merci beaucoup, Père. J'avais été mal informée sur votre stress. Je vous présente toutes mes excuses. Mais merci de nous avoir aidés à comprendre qu'une des premières actions, c'est effectivement la meilleure connaissance. François Soulages, comme président du Secours catholique, vous avez connaissance de ce que représente le monde des migrants. Vous en voyez peut-être le côté des difficultés, des pauvretés. Donc j'ai presque envie de vous demander si effectivement le migrant est une chance pour le migrant. Merci. Alors, je vais être un peu moins lyrique et un peu plus terre à terre, parce qu'il y a aussi des chiffres qu'il faut connaître et grâce auxquels je répondrai à la question de Dominique Quignot. Quand on parle des migrations, en fait, de quoi parlons-nous? Il y a dans notre pays 15 millions de personnes qui sont, dans mon cas, avec un ascendant ou le degré suivant, étrangers, nés à l'étranger. 15 millions. Ma mère était italienne, elle est arrivée en 1922 en France avec beaucoup d'Italiens, comme disait Laurent Denien tout à l'heure. 15 millions. Il y a actuellement dans notre pays, présent dans notre pays, 5 200 000 personnes nées à l'étranger. 5 200 000. Sur ces 5 200 000 nés à l'étranger, il en reste 3 millions qui ne sont pas français. C'est-à-dire qu'il y en a 2 millions qui ont été, à coup de naturalisation, qui sont devenus français. Mais il en reste 3 millions qui sont nés à l'étranger. C'est ceux-là qui sont les immigrés. Parce qu'une bonne partie des autres, ils sont français. Moi, j'habite à Nanterre. À Nanterre, nous avons 27% de la population dont les parents sont nés à l'étranger, mais qui restent étrangers, c'est 8%. Les autres sont français. Alors, ils ne portent pas exactement les prénoms dont on a l'habitude, encore que dans ma ville, ça devient une habitude. Mais c'est ça les chiffres. Et dans les 3 millions donc, qui sont nés à l'étranger, qui ne sont toujours pas français, il n'y en a que 400 000 au maximum qui sont sans papier. Enfin, sans papier français. 400 000. Et savez-vous combien il y a de Roms parmi les 400 000? Zéro. Zéro, puisqu'ils ont le droit d'être en France. Ils sont européens. Donc ils sont dans les 3 millions ils ne sont pas dans les 400 000 sans papier. C'est ça la réalité. Ils sont 20 000, les Roms. Les demandeurs d'asile, ils sont aujourd'hui 80 000, les demandeurs d'asile. Et ils n'ont d'ailleurs pas le droit de travailler. Comme ça, au moins, on est sûr qu'ils sont dans la précarité pendant qu'ils sont légalement dans notre territoire. Mais ils n'ont pas le droit de travailler. Jusqu'au 1er janvier, c'était pareil pour les Roms. Alors on nous dit, vous avez bien entendu le chiffre, 20 000, hein, on nous dit, mais les Roms qui vont avoir le droit de travailler depuis le 1er janvier, c'est une catastrophe pour le marché du travail. Je vous rappelle qu'il y a en France, combien y a-t-il de chômeurs en France qui ne travaillent pas du tout? France entière, dom-tom compris, 3,6 millions. C'est donc pas 20 000 Roms qui vont bousculer le marché du travail. Arrêtons de raconter des histoires. Ce n'est pas les demandeurs d'asile, même si on leur donne le droit au travail, qui vont foutre en l'air le marché du travail. Ils sont 80 000. Non, je crois que là, la vraie question, elle est de savoir si en effet on veut partager avec des gens qui ont fui les conditions dans lesquelles ils vivent en Roumanie, les questions climatiques, la guerre en Érythrée, la guerre en Somalie, la guerre en Afghanistan, maintenant la guerre au Mali, la guerre au Congo,
C'est cela qu'on voit arriver en France. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons le droit de refuser l'accès à notre pays de gens qui n'ont absolument pas choisi de partir de chez eux, mais qui en ont été chassés par des conditions diverses? C'est ça la question qui nous est posée à nous, chrétiens. Ce n'est pas une autre. C'est la question de ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel. Moi, j'y peux rien, c'est dans l'enseignement social de l'Église. L'accueil inconditionnel de l'autre qui est chez moi et qui est en détresse. Donc la question ne devrait pas se poser pour nous chrétiens. La question qui est posée, et Laurent Donien l'a posée tout à l'heure, c'est de savoir pourquoi il y en aurait tant qui viendraient chez nous et pas ailleurs. Savez-vous qu'il y a 2 fois moins d'immigrés en France aujourd'hui qu'il n'y a en Allemagne? 2 fois moins d'immigrés en France qu'il n'y a en Allemagne. Que je sache, ça n'a pas mis la croissance allemande à genoux. Voire même, ça l'a rendu possible. C'est les Turcs. Alors vous me direz, c'est facilité par le fait qu'il n'y avait pas de salaire minimum et que quand on paye un Turc 3,50 € de l'heure, évidemment, ça aide la compétitivité des entreprises. Ce n'est pas notre modèle. Mais là encore, il s'agit de savoir quel modèle on veut avoir. Donc, je pense que si on oublie les chiffres, si on oublie que les immigrés, ceux qui sont en France sans être français, sont arrivés chez nous par vagues successives parce qu'on en avait besoin. Dans ma commune à Nanterre, je me rappelle l'usine qui était l'usine Simca. Elle employait 4000 personnes en 1965. J'allais distribuer les tracts le matin aux portes de l'usine, donc je connais bien. 3500 des 4000 étaient des Maghrébins. Ils ont été logés dans les communes de la fameuse Ceinture Rouge, Gennevilliers, Colombes, Nanterre, Villeneuve-la-Garenne et compagnie. Et puis lorsque l'usine a fermé, que sont-ils devenus? Mais ils ne sont pas venus tout seuls, on est allé les chercher, les Maghrébins. Et puis on les a laissés, on les a installés dans les quartiers, le Petit Nanterre, le quartier de l'Europe, le Lutte à Gennevilliers, quelques autres. Et puis d'une certaine manière, eh bien, on les a un peu laissés tous ensemble. Alors comme ça, on a des écoles dans lesquelles il y a 80% de gamins dont les parents ne fréquentent pas les journaux français, ne fréquentent pas la lecture française. Depuis le temps, les parents parlent français, naturellement. Mais ils n'ont pas notre culture. Et ils viennent dans nos écoles avec une culture française qu'ils ne retrouvent pas dans leur famille. Et on est étonné qu'il y ait des problèmes. Mais on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait des problèmes. Mais ils sont localisés. Ne généralisons pas. Ils sont localisés. Mon voisin connaît la situation de Trappes qui est assez voisine de celle de Nanterre. Mais pourquoi sont-ils là? On pourra y répondre tout à l'heure. Voilà, je pense qu'il faut aussi se dire que la situation aujourd'hui que nous avons des migrations, ça a été pour nous la raison des fameux 30 glorieuses. Cette période de 30 ans pendant laquelle nous avons connu la prospérité. Alors évidemment, maintenant, le monde a changé, le monde est devenu plus compliqué, et on a tendance à oublier que ceux qui sont là, qui pour beaucoup sont devenus français, qu'on continue à appeler immigrés, mais ils sont français, ils sont là parce que c'est eux qui ont permis à notre pays, y compris de connaître la croissance démographique qu'elle a eue. Nous avons eu, et nous avons encore, et c'est une richesse, la plus grande progression démographique des pays d'Europe. Donc il faut, quand on reprend la question chance ou pas, il faut aller au fond des choses. Il y a une étude qui a été faite par l'Université des sciences économiques de Lille sur, justement, chance ou non de la migration. Ils ont démontré que, contrairement à ce qu'on dit, bien entendu, les immigrés, qu'ils soient d'ailleurs devenus français, qu'on continue à les appeler comme ça ou qu'ils soient vraiment immigrés, ils payent la même chose que nous en termes d'impôts, en termes de cotisations sociales, il n'y a aucun problème. Ça encore, ça fait partie des fantasmes. Celui qui travaille, il paye des cotisations comme vous et moi, et il en profite comme vous et moi. Sauf que une partie d'entre eux, ceux qui sont étrangers et nés à l'étranger, retournent chez eux. Et que les règles par lesquelles ils peuvent toucher leur retraite
fait qu'une partie d'entre eux ne touche pas la retraite pour laquelle ils ont cotisé. C'est ça que révélait cette étude de l'Université de Lille. On nous dit aussi qu'il coûte cher à la sécurité sociale. Jamais personne n'a pu démontrer qu'il coûtait cher à la sécurité sociale. Ce qui existe, et on le voit dans nos quartiers, mon voisin le sait autant que moi, c'est qu'ils fréquentent effectivement l'hôpital public, beaucoup plus que nous, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une médecine qui devient de plus en plus chère. Alors effectivement, chez nous, les urgences sont complètement embolisées. Et c'est souvent des gens issus de l'immigration. Mais c'est pour des raisons matérielles. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Mais le déremboursement fait qu'aujourd'hui, quand vous avez une pathologie un peu lourde, vous avez en effet intérêt à aller à l'hôpital, sinon ça va vous coûter extrêmement cher. Voilà, je vais terminer parce que sinon Dominique va me tirer les oreilles. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut au contraire favoriser l'intégration, pas l'assimilation, hein, l'intégration. C'est-à-dire être capable d'assumer le fait que ces gens qui sont nés à l'étranger nous apportent une culture qui n'est pas la nôtre et qui ne peut que nous aider, nous Français, à pouvoir tenir notre place dans un monde de plus en plus ouvert parce qu'ils vont nous obliger à tenir compte de cultures différentes. Et c'est parce qu'on aura cette capacité à travailler dans plusieurs cultures que nous pourrons affronter un monde qui change beaucoup. Voilà pourquoi je le dis avec une grande fermeté, c'est une chance et le drame aujourd'hui, c'est que les élections qui vont avoir lieu, qu'il s'agisse des municipales comme des européennes, vont se faire au contraire sur l'idée que c'est à cause de ces personnes venues de l'étranger que tout ceci, que notre société ne fonctionne pas, qu'il faut fermer les frontières. Mais c'est une folie furieuse. Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est oui ou non. Voulons-nous vivre dans une société fraternelle ou dans une société qui est en guerre les uns contre les autres? Vous imaginez quel est mon choix, j'espère que c'est le vôtre également. Merci. Merci à tous. On va passer au temps des questions. Je voudrais juste dire que j'ai l'impression que les convictions que vous avez affichées sont extrêmement fortes. Moi, je ressens, par exemple, au travers des courriers des lecteurs de mon journal, qu'il y a quand même, y compris sur ces chiffres que vous venez de donner, François Soulages, un doute. On assimile aussi, on dit, voilà, et les enfants, effectivement, d'étrangers, il y a tant de millions, vous avez dit, mais il y a aussi les générations derrière. Ça finit par faire une communauté importante. On nous parle de la délinquance. Voilà. Je veux dire, il faut, me semble-t-il, dans le discours que nous avons sur ces questions, essayer d'être vrai aussi dans les risques, pour le coup. Enfin, le père Louis Pasteur, tout à l'heure, a parlé de tentatives de d'un certain fondamentalisme musulman, etc. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant là-dessus et pédagogue pour... voilà, je pense que vous l'avez été, mais je me dois de faire le porte-parole, moi, de ces expressions-là. Hervé, tu vas faire passer le micro. Monsieur le député, première question, je répondis sur ce qu'a dit François Soulages. Ce problème des réfugiés politiques, des réfugiés, en attendant que leur phrase se prononce et pas le droit de travailler, est soulevé depuis des années et des années. La question est au fond, pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas le droit de travailler? Pourquoi, de ce point de vue-là, rien ne se passe-t-il? Ça, c'est ma deuxième question est relative, toujours à vous, mais relative à ce qu'a dit Monseigneur tout à l'heure, c'est que malgré tout, il faut organiser les flux de réfugiés. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils s'y prendre pour cela? Quelles sont les méthodes que l'on peut envisager? Sur les flux de réfugiés, évidemment, c'est difficile. Alors, il y a tout un système qui a été mis en place en France, mais on est aussi au niveau européen et les choses dans la difficulté également s'organisent. Je parle
des réfugiés. Il va y avoir à la fin du mois de janvier une réunion au niveau européen qui devrait réfléchir sur cette question de comment réguler les réfugiés en Europe. Il y a tout un système en France de cartes de séjour, de visa. Pourquoi on ne donne pas du travail à ceux qui sont réfugiés? Moi, j'ai envie de dire, ce qui m'étonne. Pourquoi toute personne qui a un contrat, j'ai encore rencontré en ma permanence à Trappes vendredi une personne qui a un contrat de travail à durée indéterminée, qui m'a montré son contrat de travail, et qui vient d'Afrique subsaharienne. Elle est en situation irrégulière et on lui a refusé un titre de séjour. Pour moi, c'est ça la vraie question. Je n'ai malheureusement pas la réponse ici, si vous voulez, mais... Oui. Vous n'entendez pas? Oui, pour moi, la vraie question, c'est pourquoi toute personne, et j'ai rencontré encore quelqu'un, mais je le fais régulièrement, vendredi dernier, en ma permanence de Trappes, toute personne qui travaille en France, qui a un contrat, en l'occurrence, c'était un contrat à durée indéterminée, et donc qui contribue à la richesse nationale, qui contribue à l'essor, qui apporte de sa force de travail. Pourquoi cette personne, effectivement, venait me voir? Parce qu'elle s'est vue refuser, effectivement, par l'État, par la préfecture, un titre de séjour. Bon, malheureusement, je n'ai pas la question, parce que c'est une façon, je pense qu'évidemment, on est dans beaucoup d'hypocrisie. C'est-à-dire que c'est la façon peut-être la pire que de réguler les flux migratoires, qu'a choisi l'État, ou pas assez réfléchi. On fait traîner, on fait perdre du temps. Bon. Mais pour moi, c'est ça la vraie question, quoi. C'est pourquoi toute personne qui travaille, qui a un CDI ou un CDD, n'a pas de titre de séjour. Effectivement, il faut qu'on travaille sur cette question-là. Malheureusement, je n'ai pas cette réponse-là. Mais je voulais abonder dans le sens de ce qu'a dit mon voisin François Soulage, sur les Roms. J'ai insisté tout à l'heure sur le migrant est une chance. Mais il faut aussi qu'on soit solide sur ce qu'on a à proposer. Notre socle de valeurs, on n'est pas dans la démagogie. Et quand on est un responsable politique, soyons un peu pascaliens. C'est-à-dire, chacun a sa spiritualité, sa métaphysique, mais on ne confond pas les registres métaphysiques et politiques. Bon, on n'a pas le droit, mais moi j'entends beaucoup de responsables politiques qui ne sont pas solides sur ces valeurs. Dire par exemple, telle catégorie de population n'a pas vocation à s'intégrer en France, mais d'abord c'est faux, et ça va à rebours, à l'inverse, de toute cette tradition républicaine. De toute cette tradition républicaine. Philippe Domergue, par rapport à ce qu'a dit François Soulage, toutes les études officielles au niveau international montrent qu'il y a un triple avantage dans les migrations. D'une part, les immigrés fuient des situations qui sont inacceptables pour eux. Les pays où ils viennent ont des avantages économiques. Et puis, les revenus qu'ils envoient dans leur pays d'origine, en fait, souvent, sont supérieurs, en fait, aux aides que les pays développés disent envoyer, mais font de moins en moins. Sur le plan également de la démographie, cette année, c'est la première fois que l'Allemagne voit sa population augmenter parce que, justement, il y a des courants d'immigration. C'est la première fois que la population de l'Allemagne ne diminue pas. Tout à l'heure, j'ai été un petit peu étonné par ce qu'il a été dit et mis en avant, c'est la possibilité de réguler les flux. J'ai relu certains textes et l'Église nous dit que les pays développés sont tenus d'accueillir les migrants, autant se faire se peut, et en plus petit caractère, effectivement, les pays peuvent réguler. Alors, je voudrais poser la question, il y a une sorte de paradoxe, c'est que
toutes ces études disent les avantages des migrations, et puis à côté de ça, finalement les pays, les organismes publics et les traités européens d'ailleurs, puisque tout est écrit, limitent les courants migratoires. Il y a une sorte de paradoxe total, disons, entre les attitudes concrètes et puis ce qu'on peut dire, disons, rationnellement. Je vais répondre par rapport à la position de l'Église. Vous avez dans Erga Migrantes un document de Conseil pontifical pour les migrants et les personnes itinérantes de 2004, dans lequel il est clairement écrit que l'Église reconnaît aux États le droit de réguler les flux migratoires. Mais vous avez remarqué qu'aujourd'hui, c'est la journée du migrant et du réfugié. Il y a une différence entre migrants et réfugiés. Voilà. Les migrants, c'est ceux qui font le choix de quitter un pays. Ils ne sont pas obligés, mais ils ont un avantage à quitter ce pays. On a nous-mêmes un certain nombre de cadres, de jeunes cadres français qui ont du mal à trouver du travail en France, qui vont en Angleterre, à Singapour ou ailleurs, parce qu'ils ont plus de chances de faire valoir ce qu'ils ont appris dans leurs études et leurs capacités. Bon. Donc le choix de quitter un pays pour aller vers un autre, ça peut être aussi un choix. Donc les migrants font ce choix. Les réfugiés n'ont pas le choix. C'est des migrations forcées. C'est-à-dire qu'ils sont dans des pays où on ne peut plus vivre. Il n'est pas possible de fonder une famille ni de travailler. Et donc, les réfugiés, on doit tous les accueillir. Il n'y a pas de limite. On ne peut pas réguler les réfugiés. Les réfugiés, c'est un devoir, c'est un droit. On doit accueillir les réfugiés et leur permettre de venir, même si c'est pour un temps. Hein. On pense par exemple aux Syriens qui, en ce moment, sont en pleine guerre, qui viennent, il y en a un certain nombre qui viennent en France, la plupart sont au Liban ou ailleurs. Leur désir, c'est de pouvoir vivre en attendant, mais de retourner dans leur pays dès qu'il n'y aura plus la guerre, ce qui arrive quand même pour beaucoup de réfugiés. La difficulté, c'est de faire la différence entre un migrant et un réfugié. Il y en a qui sont objectivement réfugiés, parce qu'on sait que le pays est vraiment en guerre. Il y en a d'autres, ils se présentent comme réfugiés, mais on ne sait pas trop s'ils ne sont pas des migrants. Voilà, donc le choix est difficile, et parmi toutes les personnes, mais François Soulages pourra me confirmer ou m'infirmer, mais parmi toutes les personnes qui se déclarent comme réfugiés en arrivant en France, il y en a seulement un cinquième, même pas 18% je crois, qui sont reconnus par l'État français comme réfugiés. C'est-à-dire que les autres considèrent qu'ils ne sont pas en danger. Voilà. Et de fait, il y en a quelques-uns qui utilisent un peu ce moyen pour essayer d'être accueillis, mais il y en a d'autres qui sont réellement en danger dans leur pays, pour des questions religieuses, pour des questions familiales, quelquefois de tradition. En tout cas, ils sont en danger, mais l'État ne reconnaît pas ce danger. Et vous voyez comme c'est difficile aussi pour l'État de faire cette distinction entre les deux. Voilà. Donc il y a une différence, simplement pour finir, entre réguler les flux migratoires et par contre les réfugiés, normalement on devrait tous les accepter. Voilà. Je pense que si on veut, et je comprends très bien qu'on veuille réguler l'entrée alors les migrants, et là je ne parle pas des réfugiés, des migrants, il faudrait quand même qu'on mette un peu le paquet pour qu'ils n'aient pas envie ou besoin de partir de chez eux. Parce que le problème il est là, c'est que beaucoup d'entre eux, simplement, ils fuient la pauvreté. Et que donc, s'ils viennent chez nous, et c'est ce que disait tout à l'heure un intervenant, ils vont pouvoir renvoyer de l'argent chez eux, et aujourd'hui l'argent qu'ils renvoient chez eux est en effet plus important que l'aide internationale que nous apportons dans ces pays. C'est donc bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Quelle est la politique que nous faisons pour que ces personnes n'aient pas besoin de venir chez nous pour vivre dignement? Or, l'aide au développement ne cesse de diminuer. Donc, vous voyez, c'est ça la question. Moi, je comprends très bien, et je comprends alors ce que disait Dominique Quignot sur l'opinion publique française. Moi, Dominique, je partage complètement ce que vous avez dit. C'est simplement parce que comme j'ai des gens qui ont passé un dimanche après-midi à venir écouter, c'est pour qu'ils repartent avec des convictions. Mais ces convictions sont minoritaires, j'en suis parfaitement convaincu. Mais il nous faut des arguments, il nous faut être bien convaincus qu'on ne peut pas laisser dire et faire n'importe quoi, parce que la tendance aujourd'hui, y compris parmi les lecteurs de la Croix, je lis comme vous le courrier des lecteurs,
eh bien, elle pense que mes chiffres sont faux, que nous sommes des doux rêveurs. Enfin, vous savez, au Secours catholique, on en entend des vertes et des pas mûres. Hein, c'est les donateurs qui vous disent, bon écoutez, je vais arrêter parce que vraiment vous faites preuve d'un laxisme invraisemblable vis-à-vis des immigrants. Sauf qu'ils viennent dans nos accueils. Ils viennent. Alors qu'est-ce que je fais? Je ferme la porte? Et je peux pas. Je peux pas. Mais on se fait engueuler tous les jours parce que nous sommes d'abominables laxistes. Oui, sauf qu'ils sont là. Ils sont là, donc comme chrétiens, moi je... D'ailleurs, il n'y a pas que des chrétiens au Secours catholique, c'est un grand bonheur. Comme engagés au Secours catholique, c'est mieux. Nous n'avons pas le droit de leur refuser l'accès. Mais c'est pas bien compris, y compris parmi des donateurs du Secours catholique. Donc, vous voyez, Dominique, le chemin est long. C'est pour ça qu'il faut être bien convaincant. Dans les idées que je pense nous aident à voir clair, c'est de rappeler que les migrations et les réfugiés, ce sont les pays africains qui emportent le grand poids eux-mêmes. Parce qu'on oublie toujours de le dire, ça. On a l'impression que c'est l'Occident qui reçoit des flux de migrants, mais savoir que les flux d'un pays sud-sud, les réfugiés, ce que vivent actuellement la Jordanie, le Liban avec les réfugiés syriens, je pense que c'est quelque chose de considérable qu'il faut avoir en tête quand on se penche sur nos problèmes. Voilà. Tout au long de l'exposé, moi j'ai vraiment entendu parler des migrants, des étrangers comme étant une chance, comme étant une richesse. On nous a peint un tableau de compassion, très très bien. Mais ma déception est sur le fait que je n'ai pas du tout entendu comment expliquer que dans notre pays, une majorité, un pourcentage élevé dans des prisons, soit des étrangers, un pourcentage élevé d'échecs scolaires, soit les enfants des immigrés, et tout ce qui est mal en fait, il y a un pourcentage très élevé. Alors moi j'aimerais qu'on en parle puisqu'on est là pour ça. Nous peindre un tableau, l'immigration c'est une chance, c'est bien, bon, parce qu'on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais pourquoi ne parlons pas de problèmes qui fâchent, qui sont sérieux, où les mal de vivre dans des quartiers, c'est vraiment les enfants des immigrés, où les gens qui ne demandent qu'à vivre paisiblement chez eux connaissent des problèmes sérieux à cause des immigrés, des étrangers qui font tout ça. Pourquoi ne parle-t-on de ces problèmes-là? Je ne sais pas si la question s'adresse à Soula, à M. Soula, aux députés, à Père Louis Pasteur qui voulait grignoter un peu mais qui est passé vite, faute de temps. Merci. Oui, je ne pense pas avoir peint un tableau idyllique. Il me semble que Grand 1 avoir dit c'est une chance, mais Grand 2 avoir dit qu'il y avait une condition et qu'il y avait éventuellement, potentiellement, ça existe, des dangers. Dangers communautaristes, par exemple. Alors, comment dire les choses? Il est vrai que cette problématique sociale existe quand on parle de l'immigration. Évidemment, on le voit bien dans nos quartiers, dans nos villes, ce sont souvent parmi les plus pauvres. Donc forcément, si on établit comme ça une équation sociale, les plus pauvres qui effectivement sont dans la souffrance sociale et sont peut-être dans des actes délictueux, on les retrouve en prison, mais il ne faut pas se focaliser non plus sur cette dimension sociale, quoi. Du danger communautariste. À Trappes, par exemple, le maire de Trappes, depuis des années, mais pas uniquement lui, l'État aussi, via sa politique de la ville, ont fait beaucoup de choses. Moi, je ne veux pas ici, comme ça, laisser croire ou laisser dire que à Trappes, vraiment, rien n'a été fait depuis des années pour aider ces populations qui viennent de l'étranger et qui sont effectivement parmi les plus pauvres. Beaucoup de choses ont été faites. Alors, je ne veux pas non plus peindre un tableau idyllique, hein. Il y a encore beaucoup de questions. Mais vous savez, comme je l'ai dit récemment, parce que dans ma circonscription, Trappes-la-Verrière, c'est parmi les 2 communes les plus pauvres.
Je disais à des jeunes qui venaient me voir en réunion publique de la Verrière, très sympathiques, bon, donc, qui venaient de l'Afrique subsaharienne. Mais alors, monsieur le député, c'est quoi être député? Comment on est député? C'est difficile, machin, pour nous. Mais j'ai dit, mais écoutez, t'es français, tu aimes la France, tu te bats, tu t'engages. Le petit Français qui est à Aurillac, dont les parents sont en France depuis le Moyen-Âge, et dont les parents sont aujourd'hui petits agriculteurs ou au chômage, la vie, elle est aussi difficile pour lui. Et donc, je ne veux pas être non plus dans le discours misérabiliste par rapport à ça. Je pense que la population migrante représente un pourcentage important et des grands problèmes sociaux, et que ce soit pauvreté, que ce soit des gens en prison, que ce soit des gens au chômage. Mais je pense que quand nous avons essayé de dire les uns et les autres de manière différente que l'immigration est une chance, ce n'est pas pour avoir un discours idyllique ni de compassion. Je pense que le fait que souvent cette population immigrée soit tellement présente et représente un pourcentage important dans ces catégories des plus pauvres, fait qu'on les stigmatise et finalement on les voit comme justement, s'ils sont plus nombreux parmi les plus pauvres, parmi les chômeurs et parmi les gens en prison, c'est qu'ils sont vraiment des gens mauvais, parce qu'ils sont plus pauvres, parce ils ne savent pas trouver du travail et parce qu'ils sont plus délinquants que la moyenne de la population. Et ce que je pense que nous avons essayé de dire, c'est justement d'inverser ce regard et cette représentation. Et ce n'est pas pour dire l'immigré est merveilleux et qu'est-ce que c'est beau d'échanger avec les immigrés. C'est très difficile. C'est très difficile, je le dis parce que je le vis dans ma propre peau. Habiter avec une autre culture, ça demande de l'apprentissage, ça demande du temps, ce n'est pas facile. Mais quand on y arrive, c'est merveilleux. Et je pense que témoigner de ça, c'est très important. Et que justement dire que l'immigration est une chance et dire, voilà, nous sommes tous immigrés et non immigrés, appeler justement à faire cette expérience qui n'est pas une expérience naturelle, qui demande beaucoup d'efforts d'un côté et de l'autre, mais qui justement est porteuse de quelque chose de vie nouvelle pour les uns et pour les autres. Donc voilà, oui, je m'inscris dans ce que vous dites. Ce n'est pas pour montrer quelque chose en dehors de la réalité, ce n'est pas pour gommer la difficulté d'habiter avec les personnes immigrées, mais c'est justement pour dire, quand on arrive à créer des espaces de rencontre, ce qui se passe est merveilleux. Est-ce que vous avez masqué la réalité? Est-ce que vous avez dressé un portrait idyllique? Alors moi je crois d'abord que, comme le disait François Soulages tout à l'heure, nous avons créé aussi des quartiers où on a logé mais il fallait loger aussi, c'était pas simple, beaucoup d'ouvriers à une époque, et des quartiers qui sont devenus des quartiers difficiles. Quand on parle des quartiers sensibles, des quartiers difficiles, il ne faut pas se cacher, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens, des quartiers où des gens ont beaucoup du mal à s'en sortir, où ils ont du mal à trouver du travail parce qu'ils viennent de ce quartier, où ils ont du mal à... Et ce sont aussi forcément des quartiers où il y a davantage de misère. Et du coup, se développent aussi les trafics de drogue, parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent de vendre de la drogue que de travailler, et surtout quand on n'a pas de travail. C'est aussi dans ces quartiers que se développe l'islam radical, voilà, parce que ce sont des gens qui ont besoin de repères, ils manquent de repères, et il y a des gens pour leur donner des repères. Donc c'est vrai que ces quartiers-là, à mon avis, c'est un des énormes défis que la France a relevé, pas seulement la France, parce que c'est pas en Europe, il y a d'autres endroits où c'est la même chose, mais en tout cas, c'est sûrement des endroits que nous devons, un problème que nous devons résoudre. Et une manière de le résoudre aussi, c'est de développer la mixité sociale dans les quartiers, parce que les migrants, quand ils habitent dans les quartiers avec tout le monde, eh bien, ils s'intègrent très très bien, voilà, sans problème. Par contre, effectivement, quand on est dans des quartiers comme ça, c'est beaucoup plus difficile.
Je crois que ce défi-là, il est à relever par les municipalités, voilà. Et puis, de toute façon, il faut lutter contre tous les trafics. On sait aussi que beaucoup de migrations sont organisées par des mafias, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, même plus d'argent que la drogue. Donc il faut connaître ça aussi, et ça c'est un défi mondial, de lutter contre ces migrations organisées. Le pape d'ailleurs François les a dénoncées à plusieurs reprises. Sur les questions de l'éducation, nous avons à l'évidence un problème de discrimination, je dis bien discrimination, j'utilise volontairement le terme, dans l'accès aux filières qui aujourd'hui donnent les compétences dont notre société a besoin. Moi, j'ai en face de chez moi, à Nanterre, dans ma rue, un lycée professionnel qui apprend les métiers de la couture. Et il n'y a que des jeunes femmes noires. Croyez-vous que ces métiers soient vraiment aujourd'hui des métiers d'avenir? Je crois qu'on a un vrai problème de discrimination dans l'accès à l'éducation. Discrimination qui est imposée par le fait que, précisément à cause des quartiers, un certain nombre de jeunes n'ont pas les codes culturels. Moi, mon fils, il est prof au lycée de Nanterre, il me dit, je vois tout de suite les gamins qui ont les codes culturels de notre société qui vont pouvoir continuer leurs études, de ceux qui n'ont pas les codes. Que faisons-nous pour qu'ils acquièrent les codes? C'est aussi, alors, du coup, on les retrouve, en effet, au chômage, en délinquant, parce que vient de dire Laurent, il n'y a aucun problème, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, simplement, je rajoute cet aspect de la discrimination dans l'accès à la connaissance. Je vais intervenir en partant du domaine qui m'est assez propre, c'est-à-dire la question du migrant musulman, parce que c'est de cela surtout qu'il s'agit pour moi. Je pense que nous sommes tous là à constater que lorsque, du point de vue économique, nous avons parlé de la crise, ça ne marche pas. Lorsque du point de vue scolaire, ça ne marche pas. Lorsque du point de vue des rapports familiaux, eh bien, c'est tendu. Il y a de fortes chances que la proposition religieuse soit forte. Du point de vue de l'islam, je pense que ce n'est faire offense à personne que de dire que souvent l'islam sème et prolifère dans ces fragilités humaines-là. Et ceux qui habitent les quartiers que je ne citerai pas, mais qui connaissent ces situations-là où leurs enfants sont là à longueur de journée avec d'autres enfants, notamment de religion musulmane, on sait bien comment quelquefois la religion musulmane est très engagée dans la proposition de la foi, que nous, souvent, nous reléguons du domaine du privé. Il y a beaucoup d'engagement du côté de l'islam, puisqu'on est convaincu que finalement la plus grande richesse, c'est cela. Nous avons ça un peu du point de vue chrétien, mais nous sommes peut-être quelquefois un peu plus réservés, un peu plus timides, un peu plus regardants de la liberté. Et la question que je veux souligner ici, que j'avais essayé d'aborder, que je n'ai pas pu approfondir, c'est vraiment celle des conversions à l'islam ou de l'apostasie. Je pense que c'est une meurtrissure pour une mère ou un père de famille qui a quitté son pays pour fonder un avenir ici, essayer d'éduquer ses enfants en y mettant tous les moyens et de voir, hélas, que ses enfants, non seulement du point de vue scolaire, ça n'a pas été extraordinaire, mais aussi la religion qui est un trésor, religion chrétienne, ils n'ont pas réussi, les parents, à maintenir leurs enfants dans cette religion-là. C'est une souffrance, c'est une difficulté, et moi je l'ai touché du doigt. Comment nous faisons, comment pouvons-nous faire pour que, eh bien, l'instrumentalisation de la religion, l'utilisation de la religion dans un contexte de précarité, de pauvreté, de désœuvrement, d'oisiveté, ne soit pas toujours au désavantage de nos jeunes chrétiens. Ça arrive, et je l'ai dit tout à l'heure, surtout dans le cadre de mariage islamo-chrétien. Ça peut être aussi dans le cadre des jeunes qui ont bien réussi, que ce soit issus de l'immigration ou des Français de souche qui ont très bien réussi, et qui, dans leur itinérance, un peu à l'intérieur de la France ou d'ailleurs, rencontrent un ou une musulman ou musulman et veulent fonder un foyer. Souvent, quand c'est la fille qui est chrétienne, le problème se pose moins.
Voilà, le musulman peut épouser assez facilement une chrétienne en la laissant chrétienne. Mais le problème est beaucoup plus cruel lorsque c'est le garçon qui est chrétien, qui se voit quelquefois proposer l'apostasie, etc., etc. Donc ça, c'est des questions, à mon avis, qu'il est bien de poser, de camper. Et il y a certainement une collaboration à faire entre la catéchèse, la pastorale des jeunes. Je pense aujourd'hui qu'on ne peut plus se limiter à traiter en catéchèse la question du mariage, tout simplement la limitant au mariage crypto-chrétien. Il faut élargir, dire quels sont les avantages. Dieu seul sait qu'il y en a des avantages sans doute, parce qu'il y a des couples islamo-chrétiens qui fonctionnent très bien, qui n'ont rien à envier à des couples chrétiens-chrétiens, mais quelles sont, hélas, les difficultés, les écueils, les obstacles qu'il est bien que les jeunes aient à l'esprit avant de s'engager dans quoi que ce soit. Voilà, pour la petite information au niveau des petites permanences que nous assurons au niveau de la commission diocésaine pour les relations avec l'islam, eh bien, nous recevons justement ces parents, ces grands-parents. C'est souvent les parents qui viennent, qui ont tellement souffert de ça au point de développer des maladies, etc., des maladies même au niveau de la peau, c'est le stress et tout. On essaie de les accompagner pour voir un peu comment avancer sur ces questions. Mais voilà, c'est des situations, c'est des sujets qui pourraient fâcher et il faudrait qu'on en parle. J'avais essayé d'aborder, je n'ai pas pu approfondir. Voilà, merci. Peut-être une dernière question, parce que nous approchons. Bonsoir, je rejoins ma soeur Christ qui a dit que c'est d'ici seulement, moi personnellement, c'est dans cette cathédrale que j'entends que l'immigrant est une chance. À quoi c'est une chance pour la France ou pour l'Église? Ça, ma question, je pose ça d'abord aux politiciens qui sont présents. Comment ça se fait-il si c'est une chance et qu'il n'y a pas de travail, les écoles c'est des échecs et que ensuite c'est toujours la même chose, ils viennent d'un quartier difficile où les parents sont immigrants, il y a toujours immigrants. Et c'est quoi la différence entre immigrants et réfugiés politiques? Parce qu'il a quitté son pays pour venir, donc c'est un migrant. Et l'autre qui est parti soit par amour, par travail, pour l'amour du pays, pour la beauté, aussi c'est un migrant. Pourquoi on dit les réfugiés, ils n'ont pas le droit de travailler? Le peu que je sais, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, alors qu'il est parti de chez lui, c'est pour avoir mieux, c'est pour pouvoir travailler. Pendant ce temps, il va perdre 6 mois, 1 an, 2 ans. Et s'il a 45 ans déjà, il va avoir 50 ans. À quel moment il va pouvoir travailler pour pouvoir cotiser et pour pouvoir toucher une retraite correctement? Et parce que pour moi, c'est encore de l'assistanat. Hein? On lui donne du riz, des pâtes, des tickets pour prendre le train. D'où vient cet argent? Et pourquoi ne pas le laisser travailler? On sait tous qu'il y en a qui travaillent, que ce n'est pas déclaré. Pourquoi on ferme les yeux dessus? Oui, mais évidemment, il ne m'a pas échappé que, hors de cette cathédrale, dans le corps social, le migrant est une chance, ce n'est pas forcément la proposition, effectivement, la plus partagée. Bon, je crois avoir dit, mais avec d'autres, que nous regrettions que ce constat n'était pas forcément partagé. Je pense ne pas avoir fait de démagogie et avoir dit qu'en face, il y avait aussi des conditions, une condition, pour que ça soit une chance. C'est-à-dire la condition que l'on soit solide sur nos valeurs. D'expliquer par exemple aux migrants musulmans qu'ici, il n'y a pas de religion d'État. Je veux dire, contrairement, il faut savoir que beaucoup de migrants, réfugiés politiques ou pas réfugiés politiques, ou qui viennent pour des raisons économiques, ont aussi cette culture. Ils viennent d'un pays où ils ont une religion qui est une religion d'État. Ici, il n'y a pas de religion d'État. La laïcité, c'est très important. Alors sur les réfugiés, oui, les réfugiés politiques et ceux qui viennent pour des raisons économiques, ce sont 2 choses différentes. Les réfugiés politiques, c'est un statut, mais c'est comme pour les demandes de titres de séjour et autres, hein, c'est une façon, mais je le déplore, hein, il ne vous a pas échappé que je suis député, bon, je ne suis pas dans l'exécutif. C'est une façon de réguler les flux par le bas, hein,
peut-être de la pire façon qui soit. C'est ça la réalité. Je regrette de devoir le dire, mais c'est ça la triste réalité. Pascal Dupré, je voulais poser une question à Monseigneur. Vous avez dit l'Église est très attentive au début de la vie, à la fin de la vie, et est aussi attentive à la dignité tout au long de la vie. Je perçois, moi, qu'on fait peu d'appels pour le respect de la dignité des personnes, des migrants, mais pas seulement, enfin toute la doctrine sociale de l'Église, et qu'on fait des appels collectifs, quelquefois avec des évêques qui prennent la parole fortement et qui disent « il faut aller défendre, il faut aller manifester ». J'aurais bien aimé, moi, chrétien de base, qu'on appelle à manifester par rapport au non-accueil des migrants, par rapport au non-respect de la doctrine sociale de l'Église. Alors on me répond... Merci. On me répond souvent, il y a des choses qui sont négociables et il y a des choses qui ne sont pas négociables. Je pense que la dignité humaine et le fait que nous avons tous le même ADN de frères et sœurs du Christ n'est pas négociable. L'Église vis-à-vis des migrants, c'est un travail de longue haleine et elle n'arrête pas de le faire. C'est-à-dire que l'Église travaille depuis très très longtemps auprès des migrants, elle est très engagée vis-à-vis des migrants. Donc ce respect de la vie vis-à-vis des migrants, je peux vous dire qu'elle ne baisse pas les bras. Voilà. Le Secours catholique en est aussi un témoignage. Lorsqu'il y a des grandes manifestations, c'est qu'il y a un projet de loi, à un moment donné, voilà, c'est à un moment donné, voilà, il y a une modification de la loi, et il y a des gens, des chrétiens qui ont envie de manifester, de réagir, des évêques aussi, pour prendre la parole et pour dire qu'on n'est pas forcément d'accord sur tel ou tel aspect. Donc c'est quelque chose qui est marqué dans le temps. C'est donc normal qu'on puisse réagir quand il y a des projets de loi pour qu'on donne son avis. Voilà. Donc, mais la position de l'Église, la doctrine sociale de l'Église, elle est claire. Voilà. Elle est exprimée, elle est communiquée. Maintenant, à chaque fois, il faut que les gens l'écoutent et l'entendent. C'est autre chose. Merci beaucoup pour cette rencontre. Merci aux intervenants que j'ai eu la grande joie d'entendre une nouvelle fois pour beaucoup d'entre eux. Merci à vous d'être venus nombreux. Je vous reconnais presque tous. Et même à la voix, j'ai reconnu le Val-Fouré, j'ai reconnu, mais aussi de tous les lieux du diocèse ici présents. Et je pense que vous avez entendu des choses, simplement aussi des faits, des réalités auxquelles vous êtes confrontés, mais aussi, je pense que nous avons entendu l'horizon des questions, et il y a des chiffres, des réalités que nous avons eu sur lesquelles nous avons été alertés, et je pense que c'est très important qu'on puisse, autour de nous, les répercuter. Parce que si vous êtes là ce soir, c'est pas pour garder ça pour vous, mais c'est pour en parler, pour échanger, pour faire réfléchir. À travers les questions que j'ai entendues, il y en a deux sur lesquelles j'aurais aimé dire quelque chose, mais je n'ajoute rien à ce qui a été dit, simplement je mets mon petit grain de sel ou mon persil par-dessus le menu excellent qui nous a été servi. La première chose, c'est en ce qui concerne le développement, justement. La paix dans le monde suppose qu'il y ait un engagement de toutes les nations pour un développement et qu'il y ait un partage dans le développement. Et vous avez fait, M. Soulages aussi en a parlé. Il est extrêmement important, c'est de la responsabilité de nous tous, de tous les citoyens, donc des responsables politiques, donc bien sûr encouragés par les députés, que de veiller à ce que notre pays s'engage autrement que par des mots, et il le fait, j'en suis sûr, mais qu'il s'engage davantage encore dans le développement, dans l'aide au développement. Mais il ne peut le faire, il le fait avec les pays d'Europe.
Or là, notre Europe a besoin de s'engager dans le développement. Une Europe qui se regarde le nombril en se considérant différente ou contre d'autres n'est plus l'Europe. Elle n'est plus fidèle non seulement aux initiatives de ce qu'on appelle les pères fondateurs de l'Europe, mais elle n'est plus fidèle à l'esprit profond qui a toujours animé les pays d'Europe, qui n'a pas simplement été d'aller voyager pour conquérir des terres nouvelles ou faire de la colonisation, mais pour faire partager les biens reçus, car il y avait cette idée-là aussi. Donc là, de développement, nous avons un engagement et des responsabilités gravissimes. Il ne faut pas s'étonner qu'effectivement, les flux qu'on appelle migratoires soient plus ou moins difficilement imaginables ou bien régulables. La question n'est pas d'abord là. C'est la question du développement. Le premier nom de la paix, donc, c'est le développement, comme le disait le pape Paul VI. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est la réflexion que je me fais sur le logement. Nous avons à aider nos concitoyens, nos compatriotes et même nos confrères et consoeurs, nos frères et sœurs chrétiens, à être en première ligne pour dire, dans notre ville, dans notre commune, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour ouvrir l'espace de l'attente et non pas fermer les piquets, fermer la porte pour que surtout personne d'autre n'entre, car c'est là que se fait le communautarisme. Alors on en voit déjà des dégâts considérables. Je connais une ville, n'est-ce pas, monsieur le député, mais enfin on pourrait le dire à beaucoup d'autres, mais une ville où l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce que je vais passer à l'intérieur d'une même ville, de ce village à celui-là, ils sont l'un en face de l'autre, ils ne se communiquent jamais. On pourrait dire que ça a été construit pour ça. Comment va-t-on faire? Mais ce n'est pas la seule question. La question, c'est aussi, dans une ville où on est bien entre soi, et on est même, enfin, lorsqu'on veut avoir une responsabilité d'élu, il faut tenir compte de ça. Est-ce qu'on va être élu pour maintenir la ville uniquement entre soi, ou est-ce qu'on va oser ouvrir un peu la tente? Parce que d'abord, la tente elle-même, elle risque de s'écrabouiller sur ses piquets si elle reste fermée toute seule, si elle n'est pas en communion. Et c'est là où, comme je pense, comme chrétien, oui, je ne sais plus si c'est Charlotte, nous sommes à la cathédrale, nous sommes bien à la cathédrale, c'est pas pour des prunes. La cathédrale est le centre du diocèse tout entier. Et vous voyez ce que nous vivons, ce que nous avons la chance de vivre, vraiment, comme chrétiens, à la messe chrismale, par exemple, où la cathédrale est archi-comble et de toutes les couleurs. Ça, c'est ce que produit finalement la foi chrétienne. Voilà, nous sommes fils d'un même Père et nous cherchons ensemble à être témoins dans le monde. Ben, puisque nous avons cette chance, cette grâce, et en même temps c'est pas naïf, parce qu'on sait que c'est difficile, très difficile, d'avancer et d'essayer de faire avancer autour de soi. Je dis c'est très difficile parce que c'est autre chose de parler de la migration, des migrants quand on est... allez, je vais citer Paris, puisque nous sommes à Versailles pour ne vexer personne. C'est autre chose de parler des phénomènes migratoires ou des migrants dans un salon du 16e arrondissement ou de parler de cela quand on se trouve dans une tour ou bien dans une cité au fin fond du diocèse de Saint-Denis. Pourtant, c'est même de la même réalité qu'on parle, mais on n'en parle certainement pas de la même manière.
Donc nous avons les uns les autres à nous éclairer, et donc je suis très content qu'on ait pu avoir ce temps ensemble, où bien sûr on n'a pas pu tous s'entendre autant qu'on aurait voulu, mais grâce à Dominique, malgré tout, et cette table ronde a réussi, je pense, à faire dire des choses extrêmement importantes. Je crois savoir que le programme n'est pas fini, que cela se poursuit. Tout le monde ne pourra pas peut-être venir à la messe à 18h30 à la cathédrale, mais vous y êtes évidemment tous invités. Et jusqu'à cette heure de la messe à 18h30, je vous laisse exposer un petit peu la suite du programme, que vous nous disiez ce qui se passe maintenant. Merci. Alors, je remercie encore tous nos invités. Merci Dominique aussi d'avoir animé cette table ronde. Merci de nous avoir donné des éléments de réflexion, justement pour, voilà, pas des idées toutes faites, mais des éléments de réflexion pour essayer de passer de la culture du rejet à une culture de la rencontre. Et la journée n'est pas finie, donc je vous invite, pour poursuivre notre journée, justement à aller à la rencontre. Le monde est venu à Versailles, alors allez les rencontrer. Toute l'après-midi, vous allez avoir des chants, des danses. Vous avez les personnes sur les stands aussi des différentes communautés. Un lâcher de ballon à 16h30 et Barbe à Papa gratuite pour toute l'après-midi. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est l'occasion de rencontrer toutes ces personnes et nous nous retrouvons à 18h30 pour célébrer avec les différentes communautés.